Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de Dixit.net. Je suis Frédérique Tribalo, chargée d'études et de prospective urbaine, et je reçois aujourd'hui Estelle Forget. Estelle, vous êtes consultante en développement durable et en aménagement durable des territoires. Vous avez écrit plusieurs livres, dont Petit traité d'urbanisme et de planification de Singapour à l'usage des décideurs. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Mais tout d'abord, est-ce que je peux vous demander de vous présenter plus amplement ? Oui, bonjour Frédérique, merci pour l'invitation. Moi, j'ai commencé ma carrière en fait en cabinet d'avocat et puis ensuite je suis allée dans le secteur financier et j'ai cherché un peu plus de sens à ce que je faisais. Donc, je suis retournée à l'université, j'avais une trentaine d'années, pour faire un master en développement durable et responsabilité des organisations à l'université Paris-Dauphine. Et là, j'ai eu parmi les intervenants un monsieur qui s'appelle Robert Lyon, qui m'a complètement éclairée sur la voie transmis plutôt sa passion de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc Robert Lyon a été le patron de la Caisse des dépôts et consignations pendant une quinzaine d'années. Il s'est occupé des offices HLM préalablement. Il a été directeur de cabinet de Pierre Mauroy également pendant le premier septennat de Mitterrand. Et je ne sais pas dire autrement que le fait qu'il m'ait transmis sa passion pour l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Et à la sortie de cette formation de Dauphine, je me suis intéressée à la formation des jeunes qui se destinent à ce beau métier de l'aménagement et de l'urbanisme. Et j'ai créé un concours pluridisciplinaire qui s'appelle Ergapolis et qui tendait à décloisonner les expertises des futurs architectes, ingénieurs, urbanistes, économistes, sociologues, paysagistes qui s'adressaient à la fabrication de la ville. Donc ils intervenaient en amont des commandes publiques pour les collectivités locales et ils proposaient différentes solutions d'aménagement de leur territoire. Et puis à la suite de ça, je suis partie en Asie, à Singapour, qui est selon moi un modèle d'excellence en termes d'urbanisme et d'aménagement du territoire. En tous les cas, c'est extrêmement performant et qui se veut être un laboratoire d'innovation de la Smart City. Donc, c'est tout à fait naturellement que je suis allée à Singapour. Et là, j'ai eu la chance de travailler avec le docteur Liu Thai-Ker, qui est le père de l'urbanisme de Singapour, mais on en reparlera probablement après. Et puis maintenant, je suis de retour à nouveau en France depuis septembre. D'accord, merci. Donc en effet, vous avez été à Singapour, mais vous avez même écrit un livre sur l'urbanisme et la planification à Singapour. Un des premiers thèmes qui ressort de votre livre, c'est qu'il y a énormément d'habitants sur un si petit territoire. Quelle forme de densité cela nécessite ? Vous parlez notamment du besoin d'être vraiment exemplaire à Singapour sur ce sujet. En fait, la densité, pour certains, c'est un gros mot, et pour d'autres, ça se passe relativement bien. Déjà, il faut voir les rapports d'échelle. Lorsqu'on parle de densité, par exemple, Paris intramuros, c'est une ville extrêmement dense, en fait. Singapour, c'est un territoire de 6 millions d'habitants, sur aujourd'hui un peu plus de 700 km². Donc, on a effectivement une densité qui est assez importante, mais elle a été pensée, elle a été conceptualisée, et en fait, elle a été organisée de manière à mixer les populations. Enfin, je ne sais pas si vous voulez que je rentre un peu dans l'histoire de Singapour, qui est fascinante en fait. Singapour n'a qu'une cinquantaine d'années, c'est à 55 ans pour être plus précise. Mais ça a 7 siècles d'histoire, donc c'est pas rien. Et Singapour, il y a au moment de son indépendance, donc c'est, je crois, un des seuls pays au monde qui a eu son indépendance sans la demander, en fait.
faut aussi intégrer ça, c'est-à-dire que Singapour avait été rattaché par les Anglais, parce que c'était un comptoir anglais, à la Malaisie. Et en fait souhaitait avoir les mêmes droits que les Malais, voilà, étant habitants de cette nouvelle fédération de Malaisie. Simplement, il y avait pour les Malais en Malaisie aujourd'hui, il faut distinguer les autochtones, donc les Malais des Malaisiens. Les Malaisiens sont ceux qui ont migré en fait en Malaisie, même si ça fait plusieurs siècles. Et donc, à Singapour, vous avez en fait une population qui était constituée de Malais, de Chinois, donc des Chinois qui venaient, parce que c'est un port en eau profonde, Singapour, donc qui venaient en fait de Chine pour décharger les bateaux à l'époque, d'Indiens, les Indiens qui travaillaient plutôt sur des cultures et des plantations de noix de cajou, entre autres, au cœur de l'île, et puis des Eurasiens, en fait, des Européens qui venaient. Donc, en fait, Singapour était multiculturel et revendiquait avoir les mêmes droits que la Fédération de Malaisie, que les Malais. Et les Malais ne voulaient pas en entendre parler. Et à un moment donné, on dit à Singapour, bon, écoutez, vous nous cassez les pieds, prenez votre indépendance. Et puis voilà. Sauf qu'en fait, Liu Thai-ker, qui du coup s'est retrouvé le premier ministre de Singapour, avec lequel a travaillé Lee Kuan Yew, qui est le père de l'urbanisme de Singapour, se retrouve avec une population en fait d'un peu plus d'1 million de personnes inéduquées, pour la plupart inéduquées, extrêmement pauvres et vivant majoritairement dans des bidonvilles, enfin ce qu'on appelle des kampongs, mais ça revient quasiment à des bidonvilles. Il n'y avait pas de ressources naturelles. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a rien en fait à Singapour. Hein. Donc la seule chose dont ils disposaient, c'était un port en eau profonde, un peu d'industrie manufacturière et rien d'autre. Et donc il a fallu effectivement, pour garder cette indépendance et pouvoir vivre dans un territoire quand même local qui était un peu hostile, faire preuve d'exemplarité. Et la vision de Lee Kuan Yew était de se positionner au rang international. Alors imaginez-vous vous positionner au rang international quand vous avez des habitants inéduqués qui vivent dans des slums, bon, c'est juste la folie. Et donc l'urbanisme a contribué énormément à favoriser en fait l'essor de Singapour tel qu'on le connaît aujourd'hui, sachant que ils ont dû faire venir de la main-d'œuvre extérieure pour pouvoir développer et construire Singapour, et que très rapidement en fait ils ont en termes de démographie été au-delà des prévisions qu'ils avaient fait sur le premier plan d'urbanisme qui avait été par le PNUD à l'époque, et en fait le PNUD avait dit voilà, pensez un peu comme ça, et en fait à peine 20 ans plus tard ils se rendaient compte qu'en termes de démographie ils cassaient les compteurs, et donc là ils ont imaginé un plan d'urbanisme à 100 ans auquel ils ont vraiment pensé la densité en mixant les populations, puisqu'évidemment c'était multi-ethnique, mais il y avait également des confessions religieuses diverses. Hein. Il y a bouddhistes, hindouistes, musulmans, confucianistes, catholiques, protestants. Enfin, tout ça était une véritable pétaudière, et il n'y avait pas d'identité nationale, puisque en fait, Singapour, c'était un jeune pays, hein, donc il n'y avait pas cette notion d'appartenance en fait, qui est extrêmement forte. Et donc, ils ont organisé, ils ont pensé et conceptualisé le plan d'urbanisme en partant en fait du nombre d'habitants par parcelle. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est-à-dire qu'ils se disent à partir de tant d'habitants, alors mon territoire doit avoir tel type de commerce, tel type de service public, tel type d'infrastructure de transport. Tout est pensé dans les grandes lignes, hein, attention, hein, dans les grandes lignes, à grosse maille, tout est pensé en fait et conceptualisé. Et à l'échelle de l'ultra-parcelle, après, en termes de style d'aménagement, etc., tout est possible. Mais sur les grosses, c'est-à-dire que
L'avantage à Singapour, c'est que par exemple, on arrive à 3000 personnes, on se pose pas la question, il n'y a pas un maire qui va négocier en disant je veux une école maternelle, je veux un stade, je veux une piscine, ça n'existe pas à Singapour. On sait qu'à partir de 3000 personnes, bah, vous avez école, que les infrastructures sont prévues, que les transports sont prévus. Donc la question ne se pose pas. Mmh. Je sais pas si j'ai suffisamment bien répondu, j'essaie de repasser un peu dans le cadre, mais... Si, c'est très intéressant. Et il y a aussi cette notion d'où vous avez commencé à l'aborder, il y a ces histoires de multi-ethnicité et de logement, et le sol finalement est majoritairement propriété de l'État à Singapour à 76%. Et qu'est-ce que cela permet en termes d'aménagement urbain et aussi sur le marché notamment du logement? Alors ça, c'est la condition sine qua non pour pas avoir un urbanisme négocié. C'est la condition sine qua non. Pourquoi? Parce que, en fait, à Singapour, en étant propriétaire de leur sol, c'est-à-dire que vous dites, effectivement, Singapour est propriétaire de son sol à plus de 70%, mais aujourd'hui, alors qu'ils étaient tous dans des bidonvilles, 80% des Singapouriens sont propriétaires de leur logement. Oui, tout à fait. Il y a une dissociation entre les deux. Le sol et l'usage, en fait, hein, c'est un modèle avec des bails amphithéotiques, un peu comme le modèle anglais existe en réalité. Donc on a des exemples comme ça en Europe, mais les Singapouriens restent propriétaires de leur sol parce que leur sol c'est leur patrimoine et surtout parce qu'ils ont pensé, ils ont un territoire qui est contraint. Donc, quand vous avez un petit territoire contraint, vous devez, c'est un peu comme Monaco, qui est la ville la plus dense au monde, hein. Vous devez quand même bien le penser parce que si vous vous ratez, en fait, c'est difficile de corriger. Donc, sur ce territoire contraint, ils ont pensé un plan d'urbanisme et d'aménagement à 100 ans. Hein, donc là, on est au milieu du plan en fait aujourd'hui à Singapour. Et pour faire ça, ça veut dire que les Singapouriens savent exactement à quel moment il y a un îlot qui va être détruit pour reconstruire autre chose, à quel moment là il y a une réserve foncière pour les transports, à quel moment tel objet architectural, on va dire, va être reconstruit et voilà à quel endroit. Et donc, en étant propriétaire de leur sol, et bien en fait, simplement, ça vous permet de le faire. Parce que si vous n'êtes pas propriétaire de leur sol, on le voit en France avec les procédures d'expropriation, c'est extrêmement compliqué, coûteux et long. Quand vous êtes propriétaire, la question se pose pas. À un moment donné, vous savez que vous récupérez votre immeuble parce que vous voulez en faire autre chose et que c'est prévu comme ça. Alors vous indemnisez les locataires et vous les relogez. Et en général, d'ailleurs, les Singapouriens aiment plutôt bien quand ce genre de choses se produit, puisque comme Singapour indemnise largement, en fait, ça leur permet aux Singapouriens de se constituer un patrimoine. Enfin, ils ont un système d'épargne qui est extrêmement malin à Singapour et qui permet en fait aux Singapouriens de capitaliser et d'une certaine manière de s'enrichir en fait par l'immobilier. Et l'autre point, vous allez commencer à mettre l'accent dessus, c'est qu'effectivement le fait qu'ils soient propriétaires de leur sol et qu'ils aient la maîtrise foncière, bah, ça permet de garder une main sur la spéculation en fait du foncier. Oui, bien sûr. Et c'est aussi lié à ma question suivante, qui est qu'il y a un contrôle important sur le système de transport avec une seule autorité pour les services de métro, de bus, de taxi et de voirie. Et donc, il y a dans le fonctionnement de la ville, il y a une association très forte entre mobilité et aménagement à cette même échelle opérationnelle. Qu'est-ce que ça change dans la façon de faire la ville et notamment sur le côté financier? En fait, pour faire la première ligne de métro, Singapour a mis 30 ans, mais par contre, les réserves foncières sont réservées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas utilisé le foncier pour en faire autre chose. Ils savaient qu'ils allaient faire une ligne de métro. Le fait que, en fait, vous avez parlé de ville lorsque vous parlez de Singapour, et moi je trouve ça intéressant, c'est une cité-État. C'est-à-dire qu'en fait, elle a toutes les contraintes d'une ville, mais elle a toutes les contraintes aussi d'un État. Et le Premier ministre, il a deux casquettes en fait. Il est Premier ministre, mais il est maire aussi de sa ville. Hein. Donc c'est un peu, on pourrait comparer, alors c'est un peu plus petit que la région Île-de-France, y compris en termes d'habitants, mais en fait ça pourrait être la région Île-de-France.
Voilà. Donc, le fait d'avoir une seule autorité qui gère les transports, enfin, c'est toujours la même chose. Vous en avez une qui maîtrise le foncier, qui va gérer le foncier, puis l'autre qui va, on va dire, s'occuper du développement des transports. Bon, non seulement les transports en commun sont développés sans retard, avec une vraie vision, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation qui est faite entre le niveau national et le niveau de la ville, si vous voulez, local, qui est très évidente. Et puis, donc, vous n'avez pas le millefeuille. Et puis, en termes de fonctionnement, parce que finalement, les transports en commun, c'est bien, mais c'est bien lorsque ça fonctionne. Mais en fait, il y a je pense que vous allez trouver ça surréaliste, mais je suis sûre que c'est vrai. La société qui s'occupe de faire fonctionner les transports en commun et qui fait fonctionner les bus, les taxis, le métro à Singapour, c'est-à-dire que même les taxis sont intégrés dedans. Pourquoi? Parce que tout début, lorsqu'il y a des expatriés ou autres qui venaient à Singapour, les premières personnes qui recevaient les touristes étrangers, c'était les taxis. Et donc, il fallait absolument que les taxis accueillent correctement les étrangers pour que les étrangers aient une bonne image de Singapour. C'est extrêmement important. Bon, eh bien, en fait, ça permet en termes de fonctionnement, de contrôler le fonctionnement. Il y a des rapports de la SMRT, donc ça s'appelle, qui est la société type RATP chez nous. Chaque jour, au ministère des Transports de Singapour pour dire s'il y a eu un retard sur une ligne de métro. Je crois qu'en 2019, je vais pas vous mentir, il y a eu un retard de plus de 5 minutes à Singapour. Voilà, il n'y a pas d'escalator en panne. C'est surréaliste, mais ça fonctionne extrêmement bien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est possible en fait. Il y a rien il y a rien qui interdit de le faire et c'est possible. Le leitmotiv de Singapour, c'est de favoriser le bien-être des usagers des transports en commun. C'est très important pour eux. Ça leur évite d'avoir des revendications en fait. Oui. Oui, et en termes d'aménagement, quand on décide de s'installer dans tel ou tel quartier, que ce soit pour un logement ou en tant que pour un commerce, on sait qu'il peut potentiellement y avoir une ligne de métro dans tant d'années. C'est pas une oui, surprise. non, mais de toute façon, et s'il n'y a pas de ligne de métro, il y a des lignes de bus. C'est-à-dire qu'il n'y a personne à Singapour qui habite dans des endroits qui sont pas accessibles en transport en commun et qui peuvent pas relier. Et en fait, ils ont conceptualisé, c'est ce que je vous disais, en créant un système de constellation de la ville par une déclinaison en partant du nombre d'habitants. Mais je veux dire, l'usage de la voiture est finalement très peu promu à Singapour. D'ailleurs, c'est extrêmement cher d'avoir une voiture à Singapour. Et c'est parce que en fait, ils favorisent les transports en commun. Et pour qu'ils favorisent les transports en commun, il faut qu'il y en ait partout. Donc, c'est-à-dire que vous marchez moins de 5 minutes, vous avez des bus, vous avez des métros ou des bus qui rejoignent les métros, mais c'est extrêmement rapide, c'est tout le temps, c'est des rotations très très régulières. Donc, enfin, ils pensent pas à un quartier sans les transports. Hein. Et pourquoi ils font pas ça? Parce qu'avant de développer leur modèle, ils ont étudié les nôtres de modèles. Donc en fait, Singapour, c'est un peu le miroir de ce qu'on a pu faire en Europe de mieux. Euh, voilà, y compris en termes de mixité, on en parlait tout à l'heure, ils ont prévu des quotas. Alors nous, ça nous paraîtrait très choquant d'avoir des quotas pour favoriser la mixité, des quotas ethniques. Mais il n'empêche que ça fonctionne et ça permet à l'un et à l'autre, en termes de communauté, de se connaître. Donc il n'y a pas de guerre de communauté à Singapour, parce que les gens vivent ensemble en fait. Et vous en parlez à la fin de votre livre, vous faites un parallèle, donc notamment avec la France. Et si dans les mesures, les outils qui sont utilisés dans l'aménagement du territoire à Singapour, si on devait en retenir une qui serait intéressant de mettre en place en France? Un véritable plan. Il y a un véritable plan, mais c'est-à-dire pas un plan. Il faut un véritable plan d'aménagement et d'urbanisme en France. Alors après, il y a un parti pris, c'est-à-dire que c'est soit aux échelles des régions, mais je vous parle pas des tarifs et des multiples schémas d'aménagement qui fonctionnent partiellement bien en France. Non,
il faut déjà un plan national qui se décline dans les régions. Et je crois que ça me semble extrêmement, non seulement important, mais une nécessité nationale pour préserver la paix sociale, quoi. Je vais jusque-là. Hein, c'est extrêmement important. Puis la deuxième, allez, je vous en donne quand même une deuxième, parce que c'est le foncier, la maîtrise foncière. Hein. Il faut absolument travailler sur la maîtrise foncière. C'est absolument aberrant en France qu'on n'ait pas un travail en profondeur là-dessus. Il faut maîtriser notre foncier. Sinon on ne pourra rien faire. On va dans le mur en fait. Hein. Et c'est pas la peine après. Bah oui, parce que moi, quand je vois que, par exemple, même, vous voyez, par exemple, le ministère alors à l'époque, ça s'appelait l'AMRAI, au ministère de la Défense, qui revend des parcelles de foncier, c'est pas possible d'imaginer faire ça. Alors évidemment, l'État a les poches vides, mais enfin, si on pense durable, le foncier, bah, il faut le garder, quoi, hein, parce que bah, la France, je sais pas ce que ça va devenir. Hein. Oui, bien d'accord. Et pour finir, est-ce que vous auriez un ouvrage ou une œuvre à recommander à nos auditeurs et à nos auditrices pour aller plus loin sur le sujet de l'aménagement à Singapour? Alors, en fait, ça peut être en anglais. À Singapour. Ah oui, alors il y a un livre et l'auteur c'est Heng Chi Kiong. 50 ans d'urban planification urbaine. D'urbanisme à Singapour et donc c'est Heng Chi Kiong qui est professeur également en France. Je crois que c'est à l'école d'architecture de La Villette. Et ça c'est pas mal pour bien comprendre en fait comment c'est construit Singapour. Voilà. Ok, parfait. On mettra la référence à la fin du podcast. Ouais. Ben, merci beaucoup, Estelle. Merci infiniment. Et puis j'ai oublié de vous dire et de vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année. C'est vrai. Très bonne année. Bon, écoutez, bonne journée. Bonne journée à vous. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.